Mon mari a emmené sa maîtresse dans notre villa sur la côte, sans savoir que des caméras y avaient été installées. Une trahison révélée en vidéo a détruit 15 ans de mariage. Entre les verres de vin et les plongeons dans le jacuzzi, qu'elle avait elle-même décoré, ils partageaient des souvenirs intimes, comme s'ils ne signifiaient rien. Une histoire d'infidélité, de vengeance et de renaissance qui va vous bouleverser. Préparez-vous à découvrir comment elle a transformé la douleur en pouvoir. Laissez votre like, abonnez-vous et commentez. Que feriez-vous à sa place ? 15 ans, c'est le temps pendant lequel j'ai cru connaître l'homme avec qui j'ai partagé mon lit, mes rêves et mon nom. 15 ans à croire que ce que nous avions construit ensemble était aussi solide que les pierres que j'avais personnellement choisies pour la façade de notre villa sur la Côte d'Azur. 15 ans gaspillés, avec quelqu'un qui réussissait à mener 2 vies parallèles, avec la même facilité qu'il choisissait ses cravates chaque matin. Permettez-moi de commencer par ce qui aurait dû être la fin heureuse de notre histoire. Nous étions sur le point de célébrer nos noces de cristal. J'avais planifié pendant des mois une célébration à la hauteur de ce que je pensais être un mariage réussi. J'avais commandé des verres en cristal personnalisés de Bohème, fait réaliser des rénovations dans la villa que nous aimions tant et réservé ce restaurant où nous nous étions rencontrés pour revivre notre premier rendez-vous. Comme j'étais pathétique. Je m'appelle Hélène, j'ai 42 ans et je suis architecte. Charles a 45 ans et est propriétaire d'une société d'import-export qui a considérablement grandi ces dernières années. Entrepreneur à succès, comme il aime se présenter sur ses cartes de visite élégamment imprimées, si seulement j'avais su que sa plus grande entreprise serait de construire une double vie dans mon dos. Les signes étaient là, bien sûr. Les réunions d'affaires, qui coïncidirent toujours avec nos week-ends sur la côte. Le téléphone qui ne quittait jamais sa poche, toujours en mode silencieux. L'intérêt soudain pour la salle de sport et les nouveaux vêtements. Le renouvellement de sa garde-robe à 45 ans, y compris des caleçons colorés que je n'avais jamais vus. L'assistante de direction engagée 10 mois plus tôt. Audrey, 28. Hans, diplômée en relations internationales et avec un sourire trop parfait pour être seulement professionnel. Elle est extrêmement compétente, Hélène, disait-il, pendant que je ravalais difficilement mes soupçons. Elle a des contacts internationaux qui dynamisent nos affaires. J'ai besoin d'elle. Oui, apparemment, il avait besoin d'elle de bien des manières qui dépassaient tout contrat de travail. Ma mère disait toujours que l'intuition féminine ne trompe jamais. Pauvre maman. Elle est décédée en croyant que j'avais trouvé le prince charmant qu'elle n'avait jamais eu. C'était peut-être mieux ainsi. Elle n'a pas eu à voir le château s'effondrer. C'est pendant la rénovation de la villa que j'ai décidé de faire quelque chose que je n'aurais jamais cru faire. J'ai installé des caméras discrètes dans plusieurs pièces. À l'époque, j'ai justifié à l'entrepreneur que c'était à cause de la vague de cambriolage dans la région. Une demi-vérité. Au fond, j'étais fatiguée d'imaginer des fantômes et je voulais me prouver que j'avais tort, que Charles était l'homme que j'avais toujours cru qu'il était. Comme il est douloureux de voir nos pires soupçons se confirmer. La première fois que j'ai accédé aux enregistrements, je m'attendais à ne trouver que le silence d'une maison vide, ou tout au plus, le gardien faisant son entretien hebdomadaire. Ce que j'ai vu, c'est Charles ouvrant la porte principale, avec un naturel déconcertant. Derrière lui, Audrey portait un petit sac de week-end et un sac de marque que j'ai immédiatement reconnu. C'était le même qu'il m'avait offert à Noël dernier. « Bienvenue dans notre refuge », lui dit-il. « Notre refuge ». Les mots ont résonné comme une gifle. Cet espace que j'avais conçu avec tant d'amour, où nous avions passé tant d'étés en famille, où je pensais que nous créerions des souvenirs pour nos vieux jours, était maintenant leur refuge, à lui et à elle. J'ai regardé, paralysée, pendant qu'ils parcoururent la maison. Charles montrait chaque pièce comme un guide touristique fier. Cette table de salle à manger, Hélène l'a choisie lors d'un voyage à Milan. C'est du bois massif. La façon dont il a prononcé mon nom, désinvolte, distante, comme si j'étais juste une connaissance, la décoratrice engagée pour embellir l'espace. Ils ont ouvert une bouteille de mon vin préféré, celui que nous gardions pour les occasions spéciales. Ils se sont assis sur la terrasse face à la mer, sur ces chaises que j'avais choisies spécifiquement pour leur confort et la vue privilégiée sur le coucher de soleil. Ils ont trinqué au nouveau départ, comme si ma fin était déjà décrétée sans que je le sache. Pendant 6 heures d'affilée, j'ai tout regardé. Chaque baiser, chaque contact, chaque rire partagé à mes dépens. Ils ont utilisé notre lit,
le matelas que j'avais choisi méticuleusement à cause des problèmes de dos de Charles, les draps en coton égyptien que j'avais achetés lors de notre dernier voyage, mon oreiller. À un moment donné, Charles a pris le cadre photo de notre mariage sur la table de chevet et le lui a montré. C'était une belle journée, a-t-il commenté avec indifférence, comme s'il parlait d'un événement d'entreprise quelconque, mais rien comparé à ce que nous aurons. Et puis, avec un naturel effrayant, il a rangé notre photo dans le tiroir, comme on classe un document sans importance. Je n'ai pas pleuré ce jour-là. Je n'ai pas crié. Je n'ai rien cassé. Un calme étrange m'a envahi, comme si je regardais un film sur quelqu'un d'autre. J'ai observé chaque minute avec une attention clinique, absorbant les détails, calculant les temps, notant les schémas comportementaux. Ma formation d'architecte m'a toujours appris à avoir un œil aiguisé pour les détails. Cette compétence, ironiquement, servait maintenant à cartographier la destruction de ma vie conjugale. Les jours suivants, je n'ai pas confronté Charles. Quelque chose en moi, peut-être l'orgueil blessé ou un simple instinct de survie, a décidé que je devais comprendre toute l'étendue de cette trahison avant de prendre la moindre mesure. Je ne serais pas juste une autre épouse hystérique lançant des accusations. Je serais méthodique, patiente, calculatrice, si nécessaire. J'ai créé un tableur. Oui, un tableur, comme si je gérais un autre projet de rénovation. J'ai catalogué les dates, les heures, les conversations capturées par les caméras. J'ai noté chaque mensonge qu'il m'avait raconté pour justifier ses absences. Chaque réunion avec des fournisseurs, qui était en fait un rendez-vous avec elle. Chaque problème dans l'entreprise, qui devait être résolu de toute urgence un week-end. Avec une froideur surprenante même pour moi, j'ai commencé à enquêter sur d'autres aspects. J'ai réussi à accéder au relevé de la carte de crédit professionnelle qu'il avait toujours gardé sous le sceau du secret absolu, prétextant l'organisation financière. Les dépenses racontaient une autre histoire. Restaurant très cher les soirs où il disait être en séminaire d'affaires, réservation dans des hôtels de luxe alors qu'il était censé être en réunion avec hébergement déjà inclus. Par l'entreprise. Bijouterie à des dates aléatoires, qui ne coïncidaient pas avec nos anniversaires ou dates commémoratives. Pour quelqu'un qui se vantait d'être un gestionnaire financier impeccable, Charles a laissé une trace pathétique, de preuves. Peut-être qu'au fond, il voulait être découvert. Ou plus probablement, il était si sûr de ma naïveté qu'il ne s'est même pas soucié d'être discret. 1 mois après la première découverte, j'ai inventé une excuse pour visiter la villa seule. J'ai dit à Charles que je devais vérifier certains détails de la rénovation qui n'avaient pas été réalisés comme je le souhaitais. Il a accepté promptement, peut-être même soulagé d'avoir un week-end libre pour ses affaires urgentes. Dans la maison, en plus de vérifier les nouveaux enregistrements, j'ai fait une inspection minutieuse. Sous le lit de la chambre principale, j'ai trouvé une boucle d'oreille qui n'était pas la mienne. Un bijou coûteux, de marque, qui n'appartenait certainement pas à la femme de ménage. Je l'ai soigneusement rangé dans une enveloppe, étiquetée avec la date et le lieu exact où elle a été trouvée. Une preuve de plus pour ma collection grandissante. Encore une fois, j'ai été surprise par mon propre calme. Ce à quoi je m'attendais, c'était une explosion de jalousie, des larmes incontrôlables, l'envie de détruire des objets. Au lieu de cela, je ne ressentais qu'un vide croissant, une douleur sourde qui semblait anesthésiée par la nécessité d'agir avec précision. Le Charles que j'avais connu était mort pour moi, au moment où je l'avais vu entrer dans notre maison avec une autre. Ce qui restait maintenant, c'était juste de gérer son fantôme, avec la froideur nécessaire pour m'assurer que je ne sortirais pas encore plus blessée de cette situation. C'est pendant ce week-end solitaire, en écoutant le bruit des vagues, sur la terrasse qui m'apportait autrefois la paix, que j'ai réalisé. Une partie de moi espérait encore désespérément une explication qui ne soit pas la trahison. Un malentendu élaboré, une mauvaise blague cruelle. N'importe quoi sauf la simple et douloureuse vérité que l'homme que j'avais aimé pendant 15 ans avait simplement trouvé quelque chose qu'il considérait comme meilleur. Plus jeune, plus excitante, moins connue. J'ai appelé ma meilleure amie, Sophie. Une amitié de 2 décennies, témoin de mon mariage, ma confidente dans tous les moments importants. Nous avons convenu d'un déjeuner dans ce bistrot en bord de mer que nous fréquentions ensemble depuis l'université, l'endroit où nous avions pleuré nos déceptions amoureuses de jeunesse, où nous avions célébré nos réussites professionnelles, où nous avions trinqué à mes fiançailles. Entre le plat principal et le dessert,
Alors que je me demandais si je devais partager ma découverte avec elle, Sophie a laissé échapper quelque chose qui m'a glacé le sang. « Tu as beaucoup vu Audrey, l'assistante de Charles, ces derniers temps. Il a mentionné qu'elle se débrouillait très bien dans l'entreprise. La désinvolture avec laquelle elle a mentionné le nom, la façon dont elle a évité mon regard en posant la question. Tout indiquait qu'elle savait. Peut-être pas tous. Les détails sordides, mais suffisamment. Pourquoi cette question ? J'ai gardé ma voix contrôlée, tandis que mon cœur s'accélérait. Oh, pour rien. Juste que Charles parle toujours d'elle avec tant d'enthousiasme. Je pensais que peut-être... Vous vous étiez rapprochés aussi. C'est à ce moment-là, en observant mon ami de 2 décennies, choisissant soigneusement ses mots, que j'ai réalisé. La trahison était double. Sophie savait, probablement depuis des mois, et avait choisi de protéger le secret de Charles, plutôt que de m'alerter. Combien de déjeuners avions-nous eu dans ce même restaurant pendant qu'elle gardait cette information ? Combien de fois avait-elle entendu mes inquiétudes sur la distance de mon mari et opté pour le silence ? Non, nous ne nous sommes pas rapprochés, ai-je répondu sèchement. En fait, je la connais à peine, juste de vue, lors de certains événements de l'entreprise. La conversation s'est poursuivie superficiellement, mais quelque chose avait été irrémédiablement brisé. Ce jour-là, je n'ai pas seulement perdu confiance en mon mari, mais aussi en ma meilleure amie. Le sentiment d'isolement qui grandissait, déjà en moi, a atteint des dimensions suffocantes. 2 semaines plus tard, nous sommes allés à l'anniversaire de mon beau-père, Monsieur Robert, agriculteur respecté dans la région et patriarche d'une famille traditionnelle qui m'avait toujours bien accueilli, du moins en apparence. L'événement a eu lieu à la propriété familiale en Normandie, avec le traditionnel barbecue au bord de la piscine que Madame Marthe, ma belle-mère, organisait avec tant de fierté. À ma surprise et indignation, Audrey était là. Fait partie de l'équipe, a expliqué Charles avec naturel, comme s'il était absolument normal d'amener son assistante à un événement familial le dimanche. Je l'ai observé circuler avec aisance parmi les invités, portant une robe légère qui mettait en valeur sa jeunesse, se servant du kir royal que j'avais moi-même préparé en suivant la recette traditionnelle de la famille. Pendant toute la fête, j'ai remarqué les regards échangés entre eux, les sourires complices, la façon dont ils semblaient toujours savoir exactement où elle se trouvait dans le vaste jardin. Et puis, quelque chose d'encore plus troublant. J'ai perçu des chuchotements et des rires parmi les membres de la famille quand je passais. Des regards de pitié à peine dissimulés de ma belle-sœur. Des petites tapes de consolation sur mon épaule données par des oncles de Charles sans explication apparente. Ils savaient, tous savaient. La honte publique, celle que tant de femmes de ma génération ont été conditionnées à craindre par-dessus tout, devenait réalité pour moi. J'étais l'épouse trompée dont tout le monde parlait dans mon dos, tout en me souriant poliment en face. L'idiote qui continuait à préparer des kirs royales et à les servir avec un sourire, pendant que son mari exhibait sa maîtresse devant tout le monde. « Hélène, ma chérie, tu vas bien ? Tu as l'air fatiguée », demanda Madame Marthe avec une fausse préoccupation, tandis que ses yeux cherchèrent son fils dans le jardin. « Je vais très bien, Madame Marthe, juste un peu préoccupée par le travail. » Quelle ironie. La seule préoccupation professionnelle que j'avais à ce moment-là était de savoir si je pourrais continuer ma carrière avec la même force après l'ouragan émotionnel qui s'approchait. « Tu travailles trop, ma fille. Charles le dit toujours. Tu devrais peut-être prendre des vacances, te détendre un peu. » Des vacances ? Je n'ai pas pu retenir un rire amer. C'est une excellente idée. Peut-être que j'en prendrai, en effet. Seule. Elle n'a pas compris l'allusion, ou a fait semblant de ne pas comprendre. Elle a juste souri, m'a serré le bras avec une condescendance maternelle et est allée vérifier si tout le monde était bien servi en viande. Cet après-midi à la campagne fut l'un des plus longs de ma vie. J'ai tellement souri que mon visage me faisait mal. J'ai échangé des banalités avec des gens qui, j'en suis sûre, attendaient avec impatience de commenter mon malheur dès que j'aurais le dos tourné. J'ai servi à manger, bu modérément, pris des photos. J'ai joué le rôle de l'épouse parfaite une dernière fois, comme une actrice consommée lors de sa représentation finale. Charles et moi sommes rentrés à la maison en silence. Lui, probablement coupable de son audace à amener sa maîtresse si près de moi. Moi, traitant l'humiliation publique et calculant mes prochains mouvements. 2 jours plus tard, à la maison, pendant que Charles prenait sa douche, sa messagerie professionnelle est restée ouverte sur l'ordinateur que nous partagions. Je n'avais jamais été du genre à envahir sa vie privée, ironique,
compte tenu des caméras qui surveillaient maintenant notre villa. Mais à ce moment-là, je n'ai pas hésité. Et c'était là, un échange de messages avec une agence de voyage confirmant une réservation pour 2 personnes dans une auberge exclusive à Venise. La date, exactement le week-end de notre 15e anniversaire de mariage. Le pire, Venise était l'endroit que nous avions toujours rêvé de visiter ensemble, mais que nous reportions continuellement par manque de temps. J'ai lu les détails de la réservation avec un détachement presque scientifique. Suite principale, avec vue sur le canal historique. Forfait romantique, comprenant petit déjeuner au lit et massage pour couple. Décoration spéciale avec pétales de rose et champagne. Tout payé avec la carte professionnelle, bien sûr. La cruauté calculée de ce geste fut ce qui a finalement brisé la digue émotionnelle que j'avais construite. Non seulement me trahir, non seulement m'humilier publiquement, mais voler un rêve qui était le nôtre et le transformer en décor pour son aventure extra-conjugale. C'était trop. Cette nuit-là, j'ai pleuré pour la première fois depuis que j'avais tout découvert. J'ai pleuré pendant des heures, silencieusement, enfermée dans la salle de bain pour qu'ils ne s'en aperçoivent pas. J'ai pleuré pour tout, ce que nous avions construit et qui maintenant s'effondrait. J'ai pleuré pour la naïveté d'avoir cru en un amour qui apparemment était unilatéral. J'ai pleuré pour les années perdues, pour les projets futurs qui ne se réaliseraient jamais, pour la famille que j'imaginais que nous aurions dans nos vieux jours. Quand je suis sortie de la salle de bain, des heures plus tard, mon visage était gonflé mais ma résolution était claire. Je devais agir. Ne plus observer passivement la démolition de mon mariage, mais prendre les rênes de la situation. Je devais comprendre exactement ce qui se passait, jusqu'où allait la trahison, et me préparer adéquatement à ce qui allait suivre. J'ai décidé de faire une visite surprise au bureau de Charles, quelque chose que je faisais rarement, respectant son espace professionnel. Je me suis préparée méticuleusement ce matin-là. J'ai choisi une robe élégante mais discrète, un maquillage impeccable, le parfum qu'il avait dit un jour être son préféré. Non par vanité ou dans l'espoir ridicule de le reconquérir, mais pour entrer dans cet environnement avec dignité, la tête haute. Je suis arrivée sans prévenir, prétextant à la réceptionniste que je voulais faire une surprise à Charles. Elle a souri avec complicité. Elle ne savait pas que la surprise serait pour moi. Je suis montée à l'étage de la direction, où se trouvait son bureau. Ce que j'ai vu en arrivant était révélateur non par le scandale, mais par le naturel. Charles et Audrey étaient dans la salle de réunion, la porte ouverte, penchés sur des documents. Rien d'explicitement romantique ou compromettant. Ce qui m'a impressionnée, c'est la dynamique entre eux. La façon dont ils se déplaçaient, en synchronie dans l'espace. Comment ils semblaient en prévoir les mouvements l'un de l'autre. Comment ils partageaient un langage propre fait de demi-mots et de gestes subtils. Ce n'était pas le comportement d'une liaison récente ou purement physique. C'était l'intimité développée avec le temps, la complicité d'une relation établie. Cela m'a frappé comme un coup de poing. Je n'étais pas témoin d'une simple aventure passagère, mais d'une relation parallèle consolidée. Plus troublant encore fut de réaliser comment les autres employés interagissaient avec eux deux. Les regards détournés quand ils entraient ensemble dans une pièce. Les sourires entendus quand ils partageaient une blague interne. Le naturel avec lequel tout le monde acceptait quelque chose qui dépassait clairement le cadre professionnel. Tout le monde savait. Tout le bureau savait. Ils commentaient probablement pendant la pause café, spéculaient au déjeuner, avaient pitié de l'épouse architecte qui ne remarquait rien. J'étais la dernière à savoir quelque chose qui était déjà pratiquement public. Hélène, la voix de Charles, surpris de me voir arrêtée dans le couloir, me ramena à la réalité. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» J'étais dans le quartier. J'ai décidé de passer voir si tu voulais déjeuner. Ma voix est sortie ferme, contrôlée, comme si je présentais un projet à des clients difficiles. Ah, quel dommage. J'ai une réunion prévue maintenant avec... Il hésita, regardant Audrey qui restait quelques pas derrière lui, avec une expression neutre. Avec Audrey, j'imagine ? Je lui ai souri poliment. Comment allez-vous, Audrey ? Charles parle toujours en bien de votre travail. Elle rougit légèrement. Au moins, elle avait la décence de se sentir mal à l'aise. Merci, Madame Durand. C'est un plaisir de vous rencontrer enfin, formellement. Madame Durand. Comme si nous étions des étrangères. Comme si elle ne connaissait pas intimement ma maison, mon lit, mon mari. Comme si elle n'avait pas essayé mes vêtements quand je n'étais pas là, comme les caméras l'avaient montré. Le plaisir est pour moi.
J'ai gardé mon sourire parfaitement poli. Je ne vais pas déranger votre réunion. Charles, on se voit à la maison plus tard. Je suis partie avant que ma façade de calme ne s'effondre. Dans l'ascenseur, seule, j'ai respiré profondément, plusieurs fois. Je ne leur donnerai pas le plaisir de me voir perdre le contrôle, pleurant dans les couloirs comme l'épouse trompée des mélodrames. Pendant le trajet de retour, j'ai organisé mentalement ce que j'avais confirmé. Tout le poids. Monde était au courant de la liaison, y compris les employés, les amis et la famille. Leur relation était stable et confortable, pas un simple caprice passager. Et plus importante encore, j'avais été transformée en personnage secondaire de ma propre vie, l'épouse encombrante qui serait éventuellement écartée. En arrivant à la maison, au lieu de me laisser aller au désespoir, j'ai appelé 3 personnes, ma comptable, pour comprendre exactement quelle était ma situation financière indépendamment de Charles. Un technicien informatique discret que j'avais rencontré sur un projet précédent, pour m'aider à garantir l'accès à toutes les données nécessaires avant que Charles ne puisse les effacer. Et enfin, la meilleure avocate spécialisée en divorce de la ville. Je veux comprendre exactement quels sont mes droits, ai-je expliqué à l'avocate lors de notre première consultation, lui présentant les relevés bancaires, les titres de propriété et les preuves de la trahison que j'avais déjà collectées. Maître Dubois m'a regardé avec un mélange d'admiration et de compassion. Madame Durand, je vois rarement des clientes aussi préparées lors d'une première consultation. La plupart arrivent ici émotionnellement dévastées et sans aucune planification. J'ai eu le temps de traiter le choc initial. Ai-je répondu simplement. Maintenant, je dois agir. Elle a examiné méticuleusement chaque document que j'ai présenté. Les caméras ont été installées sans son consentement? Dans une propriété qui est à mon nom, oui. C'était vrai. J'avais découvert que la villa, étonnamment, était enregistrée uniquement à mon nom. Un cadeau de Charles des années auparavant, quand son entreprise commençait à prospérer. À l'époque, j'avais vu le geste comme romantique. Maintenant, je soupçonnais que c'était juste une façon de protéger le patrimoine, au cas où ses affaires tourneraient mal. Cela pourrait compliquer un peu l'utilisation de ces preuves, mais nous avons beaucoup d'éléments ici en dehors. D'elle. Les relevés de la carte professionnelle, par exemple, sont particulièrement utiles étant donné que vous n'avez pas de séparation de biens formels. Je suis sortie de ce bureau avec un plan d'action clair et une sensation que je n'avais pas éprouvée depuis des mois. Le contrôle. Pas le contrôle sur Charles ou ses actions. Cela, je ne l'avais apparemment jamais eu, mais le contrôle sur mon propre destin. Les semaines suivantes, j'ai continué ma routine normale. J'ai travaillé sur mes projets d'architecture, dîné avec Charles quand il n'avait pas d'engagement professionnel. J'ai même participé à un autre événement familial, l'anniversaire de ma belle-mère, dans un restaurant en bord de mer que la famille fréquentait depuis des générations. Pendant ce déjeuner, j'ai remarqué ma belle-sœur Béatrice essayant de m'entraîner plusieurs fois dans une conversation privée. Elle avait toujours été la plus sensée de la famille, la seule qui n'idolâtrait pas aveuglément Charles comme le fils prodigue à succès. « Hélène, il faut que je te dise quelque chose, » commença-t-elle, quand nous avons enfin eu un moment seul près des toilettes. « À propos de Charles et Audrey, l'ai-je coupé directement, fatiguée des détours. Ses yeux s'écarquillèrent. « Tu sais ?»« Bien sûr que je sais, Béa. Tout le monde sait, apparemment. Je calcule juste quel est le meilleur moment pour agir. » Elle parut sincèrement soulagée. « Dieu merci. Je n'en pouvais plus de te voir te faire tromper. J'ai essayé d'aborder le sujet plusieurs fois, mais maman m'en empêchait toujours, disant que c'était un problème entre vous deux, que nous ne devions pas nous en mêler. Ta mère a toujours préféré ignorer tout ce qui est désagréable. Je n'ai pas pu contenir mon acidité. Tu te souviens quand ton père a eu ce problème avec la secrétaire, il y a 20 ans? Elle a fait exactement la même chose. Fait, semblant que rien ne se passait. Béatrice baissa les yeux. C'est différent, Hélène. À cette époque, les femmes comme maman n'avaient pas beaucoup d'options. Elles dépendaient financièrement, socialement, et elles ont choisi de condamner d'autres femmes à la même humiliation silencieuse, par convenance. Ma voix sortit plus dure que je ne le voulais. Désolée, Béa, je ne te blâme pas. En fait, je te remercie d'avoir essayé de m'alerter. Elle me serra la main. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Tu verras. Bientôt. Nous sommes retournés à table comme si de rien n'était. Madame Marthe leva son verre pour trinquer à sa propre santé et longévité. Charles, à côté de moi,
me serra la cuisse sous la table, comme si nous étions un couple normal et fonctionnel. J'ai levé mon verre aussi et j'ai souri. J'étais fatiguée de cette vie d'apparence, fatiguée des faux sourires, des conversations superficielles, de porter le poids, de la honte pour quelque chose qui n'était pas de ma faute. Mais surtout, j'étais fatiguée d'être passive. Alors qu'il ne restait que 2 semaines avant notre anniversaire de mariage, j'ai décidé qu'il était temps de finaliser mon plan. Les preuves étaient collectées et organisées. Ma situation financière était assurée. J'ai découvert que mes propres revenus en tant qu'architecte étaient plus substantiels que je ne l'imaginais lorsqu'ils étaient additionnés sur les années. L'avocate était prête à agir dès que je donnerais le signal. Il ne manquait qu'un dernier élément, le bon moment. Je pouvais le confronter en privé, bien sûr. Ce serait le plus sensé, le plus mature. Mais quelque chose en moi exigeait plus. Après des mois d'humiliation publique voilée, je sentais que je méritais un règlement de compte à la hauteur. Non pas par vengeance mesquine, mais par justice poétique. J'ai commencé à planifier une surprise pour notre 15e anniversaire. J'ai envoyé des invitations à des amis proches et à la famille, annonçant un dîner spécial à la villa pour célébrer nos noces de cristal. J'ai délibérément inclus des personnes dont je savais qu'elles étaient au courant de la liaison. Sophie, mes beaux-parents, des collègues de travail de Charles. Un dîner sur la côte ? Juste ce week-end-là ? A demandé Charles quand. J'ai parlé des plans, clairement perturbé de devoir annuler son escapade romantique avec Audrey à Venise. C'est notre 15e anniversaire, Charles. Je pense que ça mérite une célébration spéciale, non ? J'ai gardé ma voix douce, comme si j'étais sincèrement excitée. Il hésita, calculant probablement comment il s'en sortirait le moins bien, en annulant une célébration d'anniversaire. De mariage ou un voyage secret avec sa maîtresse. Bien sûr, tu as raison. 15 ans, c'est une date importante. Il força un sourire, pensant probablement que ce serait juste une autre soirée de faux-semblants, avant de poursuivre ses plans pour m'abandonner. Les jours précédant l'événement, j'ai préparé chaque détail méticuleusement. J'ai engagé un service traiteur pour servir la bouillabaisse que j'avais appris à faire avec la grand-mère de Charles, son plat préféré pour les occasions spéciales. J'ai choisi personnellement le vin, le même que lui et Audrey avaient bu lors de leur première visite enregistrée à la maison. J'ai préparé la table avec le cristal de Bohême que j'avais acheté des mois auparavant, quand je croyais encore avoir un mariage digne d'être célébré. Le jour du dîner, je suis arrivée tôt à la villa pour superviser les préparatifs. Les caméras fonctionnaient toujours parfaitement, mais maintenant dans un but différent. J'ai discrètement installé un projecteur dans la salle à manger, connecté à mon ordinateur portable. Les invités ont commencé à arriver vers 19h. Charles est apparu ponctuellement, apportant un bouquet de roses et un sourire. Étudié. « Joyeux anniversaire, ma chérie ». Il m'a embrassé sur la joue, tandis que les invités applaudissaient le geste romantique. « Joyeux anniversaire, Charles ». J'ai souri, acceptant les fleurs. Ce seraient les dernières que je recevrais de lui. Le dîner s'est déroulé avec une normalité apparente. Conversation légère, souvenirs de moments partagés, toast au couple parfait que nous étions aux yeux de la société. Charles, d'abord tendu, s'est détendu au fur et à mesure qu'il réalisait que ce ne serait qu'une autre soirée d'apparence. Entre le plat principal et le dessert, je me suis levée, mon verre à la main. Tout le monde s'est tu, attendant, le traditionnel discours de gratitude de l'épouse dévouée. Je veux remercier chacun d'entre vous pour votre présence en cette soirée si spéciale. Ma voix résonnait claire, ferme. 15 ans, c'est assez de temps pour connaître véritablement une personne. Vous ne trouvez pas ? Quelques murmures d'acquiescement. Charles sourit, toujours confortable dans son fauteuil en bout de table. J'ai préparé quelque chose de spécial pour nous tous. Une vidéo avec des moments marquants de ces 15 années. J'ai actionné la télécommande. Les lumières se sont atténuées automatiquement et le projecteur s'est allumé, illuminant le mur blanc que j'avais volontairement laissé libre de tableaux. Les premières images étaient innocentes. Des photos de nous en voyage, des moments heureux, la construction de la villa. Charles se détendit visiblement, pensant probablement que j'avais préparé une rétrospective romantique standard. Puis, sans avertissement, les images ont changé. Sur l'écran improvisé, Charles et Audrey entrèrent dans la maison, enlacés. La date dans le coin inférieur de l'écran ne laissait aucun doute sur l'actualité de l'enregistrement. Ils s'embrassèrent dans le salon, ouvrirent du champagne, montaient ensemble dans la chambre.
Le silence dans la salle à manger était absolu. Tous les yeux alternaient entre les images projetées et Charles, qui s'était figé sur sa chaise, le visage se transformant en un masque d'horreur et d'humiliation. « Ce n'est pas exactement ce que ça a l'air », commença-t-il, la voix étranglée. « Non. » J'ai gardé mon ton calme, presque curieux. « Alors explique-moi ce que c'est, Charles. Explique-nous à tous ce que signifie emmener ton assistante dans notre maison, utiliser notre lit, boire notre vin. Explique le voyage à Venise que tu avais prévu pour ce week-end. Oui, celui pour l'endroit que nous avions toujours rêvé de visiter ensemble. » Ses yeux s'écarquillèrent en réalisant à quel point j'en savais. Sur l'écran, des scènes soigneusement éditées continuaient. Rien d'explicitement sexuel. Je ne tomberai pas dans la vulgarité, mais suffisamment compromettant. Charles montrant la maison à Audrey, les deux trinquant au nouveau départ. Elle essayant mes vêtements dans le dressing, en riant, lui rangeant notre photo de mariage dans le tiroir. « Hélène, on peut en parler en privé ?» Sa voix suppliait, alors qu'il tentait de se lever. « Pourquoi en privé, Charles ? Tout le monde ici savait déjà. » J'ai regardé directement Sophie, qui baissa les yeux, incapable de soutenir mon regard. « Ma meilleure amie savait. Tes parents savaient. » Madame Marthe couvrit son visage avec ses mains. « Tes collègues de travail, nos amis communs, tous savaient et ont choisi de participer à la farce. Alors pourquoi ne pas en discuter ouvertement maintenant ?» Un silence lourd tomba sur la pièce. Sur l'écran, les images s'étaient arrêtées, figées sur un plan où Charles embrassait Audrey sur la terrasse, avec le coucher de soleil de Busantis Huntes. La Côte d'Azur en arrière-plan, une scène qui aurait pu être romantique si elle n'était pas si douloureusement traîtresse. Mais ne vous inquiétez pas, je ne vous ai pas invité ici juste pour ce spectacle embarrassant. Je me suis dirigée vers un dossier que j'avais laissé à part sur le buffet. « Charles, voici les papiers du divorce, déjà préparés par mon avocate, qui, d'ailleurs, est présente parmi nos invités. Maître Dubois, merci d'être venu. » L'avocate, assise discrètement dans un coin, acquiesça professionnellement. « L'accord est juste. Tu gardes ton entreprise et tes investissements personnels. Je garde cette maison, qui, j'ai découvert récemment, est enregistrée uniquement à mon nom. Un de tes cadeaux d'il y a des années, tu te souviens ? Quelle ironie ! Le nid que tu as construit pour ta trahison s'est avéré être ma seule consolation. » Charles semblait diminuer physiquement sur sa chaise. Son visage alternait entre une pâleur extrême et une rougeur intense de honte. Quant au bien commun, la répartition est détaillée dans les documents. J'ai consulté des experts, vérifié les relevés bancaires, analysé les investissements. Ne t'inquiète pas, je ne veux rien de plus que ce qui m'est dû. 15 ans de dévouement exclusif méritent une compensation, tu ne crois pas ? J'ai posé les papiers devant lui, avec un stylo. Tu peux signer maintenant ou plus tard, avec ton avocat. Mais sache que les preuves que j'ai vont bien au-delà de ces enregistrements. Si tu optes pour la voie contentieuse, je suis prête. Charles prit le stylo avec des mains tremblantes, son arrogance habituelle complètement effondrée face à l'exposition publique. Et quant aux invités, je me suis tournée vers la salle, où tous restaient paralysés par la scène dont ils étaient témoins. Je remercie tout le monde pour leur présence. Le traiteur continuera de servir. N'hésitez pas à rester et à apprécier la bouillabaisse. C'est une recette de famille, après tout. Mais moi, malheureusement, je dois me retirer. 15 ans. De mensonges suffisent pour toute une vie, vous ne trouvez pas ? J'ai pris mon sac et j'ai marché calmement vers la porte. Avant de sortir, je me suis retournée une dernière fois. Ah, et Sophie, pas besoin de m'appeler demain en faisant semblant d'être surprise. Ton numéro est bloqué depuis des semaines. La brise marine m'a accueillie lorsque je suis sortie sur la terrasse. La nuit était parfaitement étoilée, comme si l'univers célébrait ma libération. J'ai respiré profondément, sentant l'air salé remplir mes poumons. Pendant un bref instant, je me suis permis de tout ressentir. La douleur, la colère, l'humiliation, le deuil d'un avenir qui n'arriverait jamais. Puis, j'ai laissé tout cela s'en aller avec la prochaine expiration. Je suis descendue jusqu'à la plage et j'ai marché pieds nus sur le sable encore chaud de la journée. Les vaguelettes se brisaient doucement dans une cadence qui m'a toujours apaisée. Au loin, je pouvais voir les lumières de la maison, imaginant la scène chaotique que j'avais laissée derrière moi. Je ne ressentais aucun regret.
Juste un étrange vide qui, je le soupçonnais, serait progressivement comblé par de nouvelles possibilités. 15 ans, c'est trop de temps à gaspiller avec quelqu'un qui ne me valorisait pas. Mais c'est aussi assez de temps pour apprendre des leçons, précieuses sur la force, la résilience et surtout l'amour-propre. Cette nuit étoilée, avec le son de la mer comme seule compagnie, je me suis promis que je ne permettrai plus jamais que ma valeur soit déterminée par quelqu'un d'autre. La villa qui a été témoin de la trahison serait désormais le décor de mon nouveau départ. Je rénoverai chaque pièce, changerai chaque meuble, transformerai chaque souvenir douloureux en un nouvel espace qui reflèterait qui j'étais maintenant. Une femme de 42 ans, commençant le deuxième acte de sa vie, plus sage, plus forte, et complètement libre. Dans les mois qui ont suivi, beaucoup de gens m'ont demandé si je n'avais pas été excessive en exposant Charles de cette manière, s'il n'aurait pas été plus digne de tout régler discrètement. Ce sont généralement les mêmes personnes qui, pendant des mois, ont participé à la conspiration du silence qui m'a maintenue dans l'ignorance. Comme si la discrétion qu'il n'avait là pas eue en commentant mon malheur dans mon dos était maintenant exigée de moi au moment de ma libération. Charles a tenté de me reconquérir, bien sûr. Quand la poussière est retombée et qu'il a réalisé ce qu'il avait perdu, sont venues les fleurs, les serments de repentir, les promesses de changement. Trop tard. Certains ponts, une fois coupés, ne peuvent être reconstruits. Certaines trahisons sont si profondes qu'elles altèrent définitivement la façon dont nous voyons la personne. Je ne le reconnaissais plus. Ou peut-être, pour la première fois, le voyais-je clairement. Audrey a disparu de l'entreprise, quelques jours après l'incident. J'ai appris par des connaissances communes qu'elle avait été mutée dans une filiale d'une autre région. Accord de confidentialité signé, indemnisation généreuse. Le prix du silence et de la convenance. Charles a toujours été doué pour résoudre les problèmes avec de l'argent. Sophie a tenté de me contacter plusieurs fois. Lettres, emails, elle s'est même présentée une fois à mon bureau. Je ne l'ai pas reçue. Un jour, peut-être, quand la blessure ne sera plus aussi vive, je pourrai écouter ses explications. Mais pour l'instant, je préfère la compagnie de personnes qui ont prouvé leur loyauté quand cela comptait. Curieusement, ma relation avec Béatrice, mon ex-belle-sœur, s'est renforcée. Elle a été la seule à essayer de m'alerter. La seule à avoir montré une véritable préoccupation pour mon bien-être au-delà des apparences familiales. Nous dînons ensemble régulièrement maintenant, deux femmes qui ont choisi l'honnêteté dans un monde qui récompense souvent le faux-semblant. Connie, à moi, je me suis redécouverte petit à petit. J'ai repris des projets professionnels que j'avais reportés. J'ai voyagé seule dans des endroits que j'avais toujours voulu connaître. J'ai redécoré la villa, la transformant en un espace exclusivement mien. J'ai appris à apprécier ma propre compagnie, le silence qui m'effrayait autrefois, la liberté des décisions non négociées. Je ne mentirai pas en disant que c'était facile. Il y a eu des nuits de solitude écrasantes, des moments de doute, des jours où j'ai remis en question chaque décision prise. Le deuil d'un mariage de 15 ans n'est pas un processus simple ou linéaire, mais chaque matin, en me réveillant, dans la maison qui ne reflète plus que mes goûts et préférences, je confirme que j'ai choisi le bon chemin. Quand on me demande si je crois encore à l'amour, je réponds honnêtement que oui. Pas à l'amour romantique idéalisé, pas au « ils vécurent heureux pour toujours » des contes de fées. Je crois en l'amour comme un choix quotidien, comme un respect mutuel, comme un partenariat authentique. Et je crois surtout qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné. Ce vieil adage que nos grands-mères répétaient et que nous ne comprenons pleinement que lorsque nous en vivons le sens. Aujourd'hui, à 43 ans, je me vois comme une femme en construction. Non pas comme la victime d'une trahison, non pas comme l'ex-femme de quelqu'un, mais comme la protagoniste de ma propre histoire encore en développement. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. De nouveaux amours, peut-être, ou une vie solo satisfaisante. Je sais seulement que, quel que soit le chemin, il sera choisi par moi, les yeux grands ouverts et le cœur prudent, mais pas endurci. Syl. Il y a une leçon que je retiens de ces 15 années et de leur douloureuse issue, c'est que notre capacité à recommencer est infiniment plus grande que nous l'imaginons. Que même des cendres de l'humiliation la plus profonde peut naître une version plus forte, plus sage et plus authentique de nous-mêmes. Peut-être que vous qui me lisez traversez quelque chose de similaire. Peut-être remettez-vous en question des signes, des intuitions. Vous méfiez-vous d'explications qui n'ont pas de sens.
Peut-être craignez-vous de découvrir la vérité, par peur de ce que vous en ferez. À vous, je dis seulement, la vérité, aussi douloureuse soit-elle, libère toujours. Et de l'autre côté de la douleur, il existe un monde de possibilités que vous ne pouvez même pas entrevoir tant que vous vivez dans l'ombre du mensonge. La villa sur la Côte d'Azur est toujours là, avec ses fenêtres tournées vers la mer, témoin silencieux des fins et des recommencements. Les vagues continuent de se briser sur le sable, indifférentes aux drames humains qui se déroulent devant elles. Et je suis toujours là, redécouvrant chaque jour la saveur douce amère de la liberté conquise à travers la douleur. 15 ans de mariage sont partis, mais la vie, ma vie, unique et irremplaçable, continue de se dérouler devant moi, avec toutes ses possibilités intactes.